1929. Une année qui a montré au monde entier à quelle vitesse la prospérité peut basculer dans la panique la plus totale. Un jour, Wall Street semblait inarrêtable, et le lendemain, ce n'était plus qu'un champ de ruines. Mais, et si cette histoire n'était pas vraiment terminée? Si elle n'était qu'en pause? Voilà, cette phrase, c'est vraiment le cœur de notre réflexion. Elle suggère quelque chose de troublant. Peut-être qu'aveuglé par la confiance en notre propre époque, on est en train de refaire exactement les mêmes erreurs que par le passé. Pensez-y une seconde. L'inquiétude face au prix qui grimpe, la difficulté de se loger, la dette qui s'accumule. Ce n'est pas juste un sentiment personnel et isolé. Ça pourrait bien être l'écho d'un système bâti sur des fondations qu'on pensait, à tort, avoir laissé loin derrière nous. Bon, alors plongeons dans le vif du sujet. Le crash de 1929, en réalité, ce n'était pas la cause de la Grande Dépression. C'en était le symptôme le plus spectaculaire. La vraie maladie, elle, se cachait dans la structure même de l'économie, qui reposait sur trois piliers incroyablement fragiles. Le premier pilier, et sans doute le plus important, c'était une dépendance quasi totale au crédit. Toute une culture de l'optimisme qui était en fait bâtie sur de l'argent qu'on n'avait pas. Cette dynamique, elle nous semble un peu familière, non? Les années folles carburaient à une illusion. L'idée qu'on pouvait dépenser l'argent de demain pour vivre à fond aujourd'hui sans jamais avoir à payer la facture. Le seul ciment qui tenait tout ça, c'était la confiance aveugle. Le deuxième pilier, c'était une sorte de folie spéculative. Absolument tout le monde, du prof d'université à l'ouvrier, se ruait pour parier sur un marché boursier qui, croyait-on, ne pouvait que monter. L'idée était toute simple, on s'endette massivement pour parier sur des gains futurs encore plus massifs. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Le problème, c'est que lorsque les prix ont commencé à flancher, même un tout petit peu, cet effet de levier s'est transformé en un piège mortel qui a forcé des ventes en cascade et a tout emporté sur son passage. Et enfin, le troisième pilier. C'était une fracture sociale béante. La fameuse prospérité des années folles, en réalité, elle n'était partagée que par une toute petite minorité de la population. Et c'est là le point crucial. Quand la consommation de la majorité de la population dépend de la dette et que toute la richesse est concentrée au sommet, le système devient incroyablement fragile. La moindre petite secousse peut suffire à faire s'effondrer tout le château de cartes. Allez, faisons un bond dans le temps et revenons à notre époque. On va voir comment ces trois fissures, la dette, la spéculation et l'inégalité, sont en train de réapparaître, mais cette fois à une échelle mondiale. On se souvient de la dette des ménages américains qui avait atteint des sommets en 1929. Eh bien, aujourd'hui, la dette mondiale, toutes catégories confondues, dépasse les 300% du PIB mondial. La structure de base n'a pas vraiment changé, on continue de dépenser l'argent de demain pour financer notre présent. Alors là, la comparaison est juste frappante. Les outils ont radicalement changé, bien sûr. On est passé des télégrammes aux applis sur smartphone, mais la psychologie, elle, est restée exactement la même. La peur de rater le coche, l'appât du gain, la croyance en argent facile, c'est intemporel. Et voici le troisième écho, peut-être le plus assourdissant, les inégalités. Le fossé aujourd'hui est encore plus prononcé qu'il ne l'était à la veille de la Grande Dépression. Le 1% le plus riche détient plus de richesses que les 90% les moins riches réunis. C'est le même scénario, mais mis à jour pour le XXIe siècle. Mais attention, même si les schémas se ressemblent, le monde, lui, a changé. Et trois différences majeures rendent notre système actuel potentiellement bien plus volatile et donc bien plus dangereux que celui de 1929. Il faut bien se représenter ça. En 1929, une mauvaise nouvelle mettait des heures, voire des jours, pour traverser l'océan. Aujourd'hui, un algorithme à Shanghai peut déclencher une vente panique à New York en 1 milliseconde. Le monde financier n'est plus une série de lacs indépendants, c'est un seul et même océan mondial, où la moindre tempête se propage partout instantanément. Et c'est ça, la différence fondamentale, la vitesse. Ce qui prenait des semaines à se dérouler en 1929 peut maintenant se produire en l'espace de quelques minutes, pendant un flash crash entièrement automatisé. La technologie n'a pas éliminé le risque, elle lui a donné des ailes. C'est ici que se trouve le piège moderne. Les banques centrales sont complètement coincées. Si elles combattent l'inflation en augmentant les taux, elles risquent de faire éclater la bulle et de provoquer un crash. Mais si elles soutiennent les marchés en imprimant de l'argent, elles nourrissent l'inflation et la prochaine bulle. Chaque solution à un problème ne fait qu'aggraver l'autre. Finalement, on se rend compte que le parallèle le plus inquiétant n'est pas économique, il est psychologique. C'est notre tendance, très humaine, à nous persuader que, cette fois, c'est différent. C'est une constante de l'histoire. Juste avant chaque effondrement, la confiance est à son paroxysme. Ceux qui tirent la sonnette d'alarme sont tournés en ridicule, traités de pessimistes. En 1929, ceux qui ont vendu trop tôt ont été moqués. Aujourd'hui, ceux qui osent parler de bulles subissent un peu le même sort. Ce déni collectif, c'est la raison pour laquelle ces cycles se répètent inlassablement. Le confort,
Le conformisme nous rend aveugles aux risques qui s'accumulent tranquillement sous la surface. Les gens ne voyaient pas le danger en 1929 et beaucoup choisissent de ne pas le voir aujourd'hui. Et c'est ça la conclusion essentielle. Les crises financières ne sont pas des événements abstraits, des forces inévitables de l'histoire. Elles sont le résultat direct de comportements humains, de décisions collectives et d'une psychologie qui se répète encore et encore. En somme, on est les architectes de nos propres effondrements. Le fantôme de 1929, il n'est pas enfermé dans les livres d'histoire. Il est dans chaque décision qu'on prend d'ignorer les risques au profit d'un confort à court terme. La vraie question n'est donc pas de savoir si on est plus intelligent que les générations passées, mais plutôt si on aura le courage de se regarder dans le miroir avant qu'il ne se brise.